Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à bord de cette locomotive BB 75409 dans le faisceau sud du port de Gennevilliers, en région parisienne. Initialement, cette rame chargée de granulats en provenance de la carrière de Wallers-en-Fagne, à proximité de la frontière belge, aurait dû être livrée chez un client du port dans la matinée. Malheureusement, des problèmes sur le site de déchargement nous obligent à rediriger cette rame vers un autre site à proximité du Bourget en vue de sa livraison. Dans un premier temps, après autorisation donnée par le gestionnaire d'infrastructure du port, c'est par une manœuvre de refoulement que nous allons remonter ce train jusqu'en gare de Gennevilliers. L'agent de desserte, situé en queue de la rame, nous donne par radio les ordres de manœuvre. Dans cette configuration, nous sommes limités à 15 km/h. Le port de Gennevilliers a été conçu après la crue de la Seine en 1910 par l'ingénieur Fulgence Bienvenu, également concepteur du métro parisien. Dès 1916, les plans de construction intègrent un raccordement direct entre les navires de commerce et les trains de marchandises. Actuellement, la plateforme s'étend sur 400 hectares, compte 6 bassins et accueille 270 entreprises. Son réseau ferré interne dépasse 50 km de voies connectées au réseau national. Au-delà de ce signal à droite, nous quittons le RFP, réseau ferré portuaire, géré bien le coordinateur Aropaport, anciennement Port autonome de Paris. Nous circulons maintenant sur les voies du RFN, le réseau ferré national, sous la gestion du poste de commande à distance des Invalides. Une mauvaise liaison radio, due au tunnel de l'autoroute A15, nous a obligés à ralentir. La remise en vitesse dans cette rampe de 5 pour 1000 en courbe s'avère assez compliquée et il faut utiliser la totalité des 2400 kW de notre locomotive pour en venir à bout.
Après le passage sous l'autoroute A15, nous nous immobilisons au droit du carré de sortie du port. Pour entrer dans les garages de Gennevilliers, il est nécessaire de cisailler les 2 voies de la ligne C du RER. Bien que nous ne soyons pas en pleine heure de pointe, c'est toujours compliqué de s'insérer sur cette ligne cadencée au quart d'heure. À droite, les voies de la boucle nord que nous avons déjà empruntées dans de précédentes vidéos.
C'est à la voie 29 des garages banlieue de Gennevilliers que nous immobilisons notre train au dégagement du signal C138. C'est après 3 heures d'attente que nous finirons par partir haut le pied dans la marche en direction de Creil et au-delà vers Tergnier. La rame sera acheminée dans la soirée au Bourget via le triage de la Chapelle avec une autre locomotive. Si toutes les conditions de freinage sont réunies, les circulations haut-le-pied, c'est-à-dire locomotives seules, respectent en général la vitesse des ME100, les trains de messagerie limités à 100 km/h. Dans notre cas, au dégagement de cet appareil de voie, nous pouvons circuler à une vitesse de 70 km/h. Nous circulons à présent sur la voie 2VMI pour Vallée de Montmorency invalide qui correspond à l'ancienne ligne de la Plaine, à proximité de Paris-Nord, à Hermont-Aubonne. Ouverte en 1908, c'est en 1988 qu'elle devient une branche de la ligne C du RER depuis la gare du Champ-de-Mars Tour Eiffel. C'est par le pont d'Épinay, long de 123 mètres, que nous traversons un bras de la Seine. Il marque également la délimitation entre les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Kilomètre 16,7, passage en gare d'Épinay-sur-Seine. En bout de quai côté province, nous passons sous les voies de la Grande Ceinture ainsi que du terminus de la tangentielle légère nord, dont les trams T11 assurent la liaison vers le Bourget.
passage en Seine-Saint-Denis aura été bref. Nous entrons à présent dans le département du Val d'Oise. Le profil est ici particulièrement important pour une ligne de banlieue. En se référant aux documents techniques établis par SNCF Réseau, notre BB 75 400 n'aurait pas été capable d'acheminer seul notre rame chargée de granulats. C'est ce qui a justifié notre départ de Gennevilliers haut-le-pied. Ici à gauche se trouvait un ancien raccordement en direction de la gare de Sannois sur le réseau de Paris-Saint-Lazare, aujourd'hui déferré. TIV fixe à distance 60 qui nous annonce la transition de vitesse au droit de la pancarte kilométrique 20,5 en approche. À droite, le poste 1, d'Ermont-Aubonne, situé à la bifurcation de la ligne en provenance de Paris-Nord. À partir de cet aiguillage, nous circulons désormais sur la voie 1 et les points kilométriques correspondent à ceux de la gare de Paris-Nord. Avec 8 voies à quai, la gare d'Ermont-Aubonne est un nœud ferroviaire majeur du réseau transilien, avec la particularité d'assurer les correspondances entre 3 lignes distinctes vers Paris-Saint-Lazare, Paris-Nord et Paris-Austerlitz. Ouverte en 1846 par la Compagnie des chemins de fer du Nord sur la ligne historique reliant Paris à Lille, la gare devient un nœud ferroviaire en 1863 lors de son raccordement avec la ligne d'Argenteuil via Sannois, puis en 1876 avec le raccordement vers Valmondois. En 1988, elle intègre le réseau du RER C lors de la création de la branche Vallée de Montmorency-Invalides, VMI. Entre 2005 et 2009, elle subit une restructuration majeure de son plan de voie pour supprimer les cisaillements d'itinéraires. La branche vers Argenteuil est retirée du RER C et intégrée à la ligne J. Le chantier s'achève en 2009 par la mise en service d'un saut de mouton qui sépare les flux de la ligne H et du RER C.
À droite, nous laissons partir les voies de la ligne H en direction de Valmondois, gare que nous retrouverons plus tard dans cette vidéo. Cet itinéraire, plus court que celui que nous allons emprunter, n'est pas adapté au trafic de marchandises en raison d'une vitesse limite faible et de rampes importantes. Arrêt et immobilisation au droit du carré C 2507 afin de laisser passer un train de la ligne H en direction de Pontoise. À son dégagement, l'agent circulation du poste 1 d'Hermont trace l'itinéraire et le signal s'ouvre au sémaphore. Son arrêt en gare de Cernay maintiendra le signal dans cette position le temps qu'il effectue sa desserte voyageurs. Pour une totale immersion, je vous laisse patienter en temps réel, jusqu'à l'ouverture du signal à voie libre. Le départ sur avertissement ne présente pas d'avantage particulier, n'ayant pas de circulation immédiatement derrière nous. C'est pourquoi nous attendons un feu vert avant de repartir. La vitesse limite au franchissement de ce signal reste de 60 km/h pour notre catégorie de train jusqu'en gare de Montigny-Beauchamp.
kilomètre 15,3, passage en gare de Cernay. Le trafic est dense quand on additionne les lignes C et H. Pour l'exemple, la gare de Franconville voit passer un train toutes les 3 minutes en heure de pointe. On comprend les difficultés rencontrées par les régulateurs pour insérer des trafics de fret, surtout lorsqu'ils accusent 3 heures de retard comme nous aujourd'hui. Juste avant ce sectionnement qui ne nous concerne évidemment pas compte tenu de notre mode de traction thermique, ce signal C18,6 nous aurait dirigé vers la voie M en gare de Montigny-Beauchamp s'il nous avait présenté le ralentissement 60.
Kilomètre 20,3, gare de Montigny-Beauchamp, gare d'origine de certaines missions de la ligne C du RER. Cette rame Z2N y effectue d'ailleurs son retournement avant de repartir en direction de Pont de Rungis. La nouvelle vitesse limite est maintenant de 100 km/h. Cependant, nous maintiendrons la vitesse de 60 km/h suite à la présence du train omnibus en direction de Pontoise juste devant nous. Nous sommes sortis de la zone de restriction concernant l'usage du sifflet. Depuis la gare de Montigny, nous devons de nouveau siffler avant la queue des trains croiseurs, ainsi qu'à l'entrée et la sortie des tunnels, et ce, entre 7h du matin et 19h le soir. Kilomètre 23,8, gare de Pierrelet.
ce ralentissement 60, implanté sur le signal F25,2, est bien la signalisation attendue pour prendre la direction de Creil. Avec un feu vert, nous aurions continué en direction de Pontoise. Kilomètre 26,3, gare de Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse. En bout de quai, ce rappel de ralentissement 60 nous confirme la direction de Creil. Voici la bifurcation de Liesse Sud. À gauche, les voies en provenance d'Éragny et Achères. Immédiatement après, passage dans la bifurcation de Liesse Nord et les voies en direction de Pontoise. Au dégagement de l'aiguille et de la pancarte Z accompagnée du TIV 100, nous sommes de nouveau autorisés à circuler à 100 km/h. Dernière bifurcation de cette zone riche en itinéraires, voici la bifurcation d'Épluche qui donne accès aux voies en direction de Pontoise, principalement utilisées par les trains de la ligne H sur la liaison transversale Creil-Pontoise. C'est par la gare d'Épluche que nous abordons cette ligne transversale qui va nous mener en gare de Creil, en longeant le cours de l'Oise. Dotée d'un faisceau de 6 voies, elle permet le garage des rames transiliens de la ligne H et quelques manœuvres fret, comme le tête-à-queue, durant la campagne hivernale des trains de Pelay entre Sotteville et Saint-Ouen-les-Docks. Sur la gauche, des voies de service permettaient le déchargement des trains de granulats en provenance des carrières de Voutré. Ces dessertes ont aujourd'hui disparu. Kilomètre 29,7, gare de Pont-Petit.
C'est par l'unique ouvrage d'art de ces lignes, le pont de Chaponval, long de 138 mètres, que nous franchissons l'Oise. Cette rivière de 341 km prend sa source en Belgique pour se jeter dans la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. Sur le plan logistique, l'Oise est l'axe central du projet du canal Seine-Nord-Europe. Ce canal à grand gabarit s'embranchera sur la rivière pour relier directement le bassin de la Seine au réseau fluvial de l'Europe du Nord, ce qui nécessite actuellement des travaux de mise aux normes européennes de la section navigable de l'Oise. Nous abordons à présent la commune d'Auvers-sur-Oise, célèbre pour son château et ses peintres impressionnistes comme Cézanne, Pissarro et bien évidemment Vincent van Gogh, qui y a passé ses derniers mois en 1890. Pour faciliter l'accès à ce patrimoine, la SNCF propose durant la saison touristique le train des impressionnistes. C'est une liaison directe de la ligne H qui relie la gare de Paris-Nord à celle d'Auvers-sur-Oise les week-ends et jours fériés d'avril à octobre. Ce trajet de 40 minutes permet aux visiteurs de rejoindre directement la commune sans correspondance, en reprenant l'itinéraire historique emprunté par les peintres au XIXe siècle. Voilà l'avertissement que nous redoutions. Freinage, afin d'être en mesure de s'arrêter avant le prochain signal, annoncé fermé. En l'occurrence, il s'agit du signal protégeant la bifurcation de Valmondois.
arrêt et immobilisation au droit du signal C121 fermé. Après 5 minutes d'arrêt, un train effectuant la liaison Paris-Nord perçant Beaumont nous est passé devant. L'agent circulation du poste 1 de Valmondois vient de commander l'itinéraire. L'ouverture du carré 121 est conditionnée par la fermeture du passage à niveau 18 face à nous. À droite, au cœur de la bifurcation, le poste 1. Kilomètre 36,8, gare de Valmondois. Sur la gauche se débranchait autrefois une ligne à voie métrique de 22 km en direction de Marines. Ouverte entre 1886 et 1891 afin de relier le Vexin au réseau de Paris-Nord, elle était gérée par la Société Générale des Chemins de Fer Économiques. Fermée en 1951, plusieurs gares sont toujours présentes et de nombreuses portions du tracé sont aménagées en chemin de randonnée. Nouvel avertissement fermé. La longueur importante des cantons n'aide pas. Nous rattrapons déjà le train de la ligne H arrêté en gare de l'Isle-Adam.
Kilomètre 39,4, gare de l'Isle-Adam Parmain, sous le regard du château de Conty, à droite, posé sur l'île du Prieuré, au milieu de l'Oise. L'Isle-Adam, à droite, en rive gauche de l'Oise, est surtout célèbre pour sa plage fluviale, créée en 1910. Conçue sur le modèle des stations balnéaires normandes, avec ses cabines de style directoire et ses bassins, elle reste la plus grande plage fluviale de France. Sur la rive droite, Parmain présente un relief plus vallonné et résidentiel, marqué par une histoire liée à l'extraction de la pierre de taille et à la présence de sites troglodytes. Kilomètre 42,9, gare de Champagne-sur-Oise. En bout de quai, le signal nous présente une nouvelle fois l'avertissement, le temps que le train précédent rentre sur sa voie de réception en gare de Persan.
ralentissement en espérant que le signal s'ouvre à voie libre, mais il n'en est rien. Nous poursuivons donc notre marche à allure réduite. TIV fixe à distance 100, annonçant la limitation permanente de vitesse pour la traversée de la gare de Persan-Beaumont. Voie libre, nous sommes maintenant libérés. Nous allons pouvoir circuler à la vitesse limite jusqu'à Creil. Au pied du poste 1, à droite, nous retrouvons la ligne en provenance de Paris-Nord via Montsou-Maffliers. Il s'agit de la radiale reliant Paris à Beauvais, qui se détache sur notre gauche en sortie de gare. Autrefois dotée d'un dépôt de locomotives à vapeur, la gare est aujourd'hui un lieu de remisage des rames de la ligne H du Transilien.
C'est le poste 2, ici à droite, qui gère la sortie nord de la gare et la bifurcation vers Méru, Beauvais et le Tréport. Cette ligne donne également accès, à proximité de la gare de Chambly, à l'établissement industriel Voie de Moulin-Neuf, le plus gros site de production d'aiguillage en France. Kilomètre 49,6, gare de Bruyères-sur-Oise. À droite, cette aiguille donne accès à la zone d'activité du bac des Aubins, dont l'installation terminale embranchée ArcelorMittal est toujours en service et desservie par des trains de fret depuis Le Bourget via le triage du Petit Terrain. C'est ici que nous quittons l'Île-de-France pour entrer dans les Hauts-de-France via le département de l'Oise. Kilomètre 52,9, gare de Boran-sur-Oise.
Dernière gare de cette ligne transversale avant notre arrivée à Creil, c'est au kilomètre 60,6 que nous traversons l'établissement pleine ligne de Saint-Leu-d'Esserand. Alors que nous apercevons les premières installations du triage du petit terrain, nous passons à côté de l'ancienne centrale thermique EDF de Saint-Leu-d'Esserand. Mise en service en 1957 et d'une puissance totale de 500 MW, elle comprenait 4 unités de production de 125 MW chacune. Son fonctionnement au charbon, complété plus tard par le fioul, entraînait une consommation maximale de 5000 tonnes de combustible par jour acheminées par voie ferrée et par barge sur l'Oise. L'arrêt définitif de la production a eu lieu au milieu des années 1980 et ces 2 cheminées de 120 mètres ont été dynamitées. Après démantèlement et dépollution, le site a été reconverti par EDF en une plateforme logistique utilisée comme magasin de stockage centralisé pour les pièces détachées de l'ensemble des centrales nucléaires, thermiques au fioul et au charbon françaises, ainsi que pour des centrales nucléaires britanniques. Pour assurer la manutention de ces composants, un portique d'une capacité de levage de 500 tonnes a été installé en 2010 en bordure de l'Oise. Cet équipement est spécifiquement destiné au transbordement des turbines et des colis lourds par voie fluviale. Cela a ainsi mis en partie fin au transport systématique des rotors d'EDF par voie ferroviaire. Même si le rail et les convois STSI via le triage du petit terrain restent possibles pour acheminer les pièces vers les usines et centrales non connectées au réseau fluvial, une partie des flux de composants lourds a été basculée sur l'Oise, notamment pour approvisionner les centrales côtières ou britanniques. Nous longeons à présent le triage du petit terrain sur notre gauche, contrôlé par le poste 3. Autrefois complexe fret majeur du nord de la région parisienne et longtemps utilisé comme base arrière pour le garage des trains de travaux et le stockage des matériaux de voie dont les activités ont été transférées sur le site de Tergnier, le triage vit aujourd'hui principalement pour les besoins d'ArcelorMittal. L'usine reçoit quotidiennement des trains complets de plus de 4000 tonnes de bobines d'acier, ou coils, issues de 2 provenances distinctes. Le site de Dunkerque, qui fournit des bobines d'acier brutes laminées à chaud, et le site de Florange en Moselle, spécialisé dans la préparation d'acier technique déjà laminés à froid. Ces bobines sont ici déchargées et déroulées pour subir plusieurs étapes de transformation, à commencer par un laminage à froid pour ajuster l'épaisseur du métal, suivi de traitements de surface spécifiques comme la galvanisation eau trempée pour la protection contre la corrosion. Après ces opérations, l'acier traité est à nouveau enroulé en coil fini ou découpé en plaques, puis rechargé dans des wagons pour être de nouveau expédié directement dans les usines des constructeurs automobiles et les fabricants d'éléments de construction. Ralentissement 30 sur le signal C 6961. Nous sommes dirigés sur les voies extérieures en gare de Creil. À droite, les voies en provenance de Paris-Nord via Goussainville et Chantilly. Sur notre gauche, nous pouvons apercevoir le site Satéba de Montataire, spécialisé dans la construction de traverses ferroviaires en béton dont un train complet est prêt à être expédié.
L'avertissement nous est présenté conjointement avec le rappel de ralentissement 30 sur le signal 5019. Pour ne pas engorger la gare, toujours très fréquentée même en cette fin d'heure de pointe, nous sommes dirigés vers une voie d'évitement, le temps de nous trouver un créneau pour continuer notre route en direction de Tergnier. Au pied de l'ancienne bosse de tri par gravité, nous cisaillons à présent les voies en provenance de Beauvais et du Tréport, dont les plus fidèles de la chaîne ont déjà pu découvrir ces trajets en vidéo. À gauche, les voies du chantier de Creil-Plaine, principalement utilisées pour le garage des trains de la ligne D du RER, avec notamment les nouvelles rames RER NG ainsi que les rames TER Hauts-de-France. Sur notre droite, en provenance de Paris-Nord, le train Ouigo numéro 69 à destination de Bruxelles-Midi via Aulnoy et Mons. Assurée à l'aide d'une locomotive type 18 et de voitures I11, cette nouvelle relation apparue en décembre 2024 en partenariat entre SNCF Voyageurs et la SNCB relie les deux capitales à raison de 3 allers-retours quotidiens en 3 heures environ grâce à des conducteurs aussi bien belges que français. C'est avec un retard quelque peu résorbé, mais toujours conséquent, que nous arrivons en gare de Creil. Il était initialement prévu que nous observions un arrêt circulation de 15 minutes. Nul ne sait pour l'heure combien de temps nous allons être retenus. Mais tant que le train Ouigo sera en gare, il est certain que nous n'irons pas plus loin. Il est d'ailleurs lui-même doublé par le TER Hauts-de-France 16 471 à destination de Maubeuge. Cette pancarte, tirée au pied du signal, incite les conducteurs de trains longs à s'avancer au maximum sur la voie de manière à libérer l'itinéraire en queue de train. C'est le train DB Cargo France numéro 70060 en provenance des carrières de Caffier que nous laissons à présent passer. Assuré en classe 66, il a pour destination le port de Limay.
Et voici que s'élance à présent le train 69 avec le son très caractéristique des HLE 18. La voiture de réversibilité, attelée directement à la locomotive, n'est pas utilisée en France. Elle ne possède pas les équipements de sécurité nécessaires, comme le KVB, et n'est pas homologuée par l'EPSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire. Elle ne possède pas la livrée Ouigo caractéristique, car la SNCB l'utilise très régulièrement sur des lignes intérieures, en dehors des allers-retours Paris-Nord. C'est donc après un arrêt d'une dizaine de minutes que le signal 5117 s'ouvre à voie libre au dégagement de cette AGC en provenance d'Amiens sur une relation omnibus. Deux feux nous sont présentés à l'indicateur de direction. Nous sommes bien dirigés vers Tergnier et Saint-Quentin. Imposé par ce TIV 30 accompagné d'une pancarte Z, nous respectons la vitesse de 30 km/h sur les aiguilles de sortie de la gare. C'est au pied de l'ancien poste 5 de Creil, trônant fièrement au cœur de cette bifurcation, dorénavant gérée par le poste de commande à distance de Saint-Denis, que nous terminons cette vidéo. Merci à tous d'avoir une nouvelle fois suivi ce parcours. Vous retrouverez la suite de la ligne vers Compiègne, Saint-Quentin et Aulnoy dans une prochaine vidéo. À très bientôt.